Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle d'un sujet essentiel dont on parle peu, la santé des dirigeants de TPE, de PME, notamment lorsqu'ils sont confrontés à un cancer. On va en parler avec Sylvie Bonello, déléguée générale de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, avec une étude autour de ces sujets. Le cercle RH, notre débat retraite, les Français prêts à basculer, les Français dans une étude Indeed, on y reviendra dans quelques instants, aimeraient prendre leur retraite dès 61 ans. Eh oui, on va en parler évidemment avec Éric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed, et Jean-Christophe Sibéras sera avec nous, il est le président de New Bridges. Fenêtre sur l'emploi. Un secteur qui recrute, l'aéronautique. Oui, l'aéronautique se porte fort bien. Boeing, Airbus, on en parlera avec Jean-Michel Bossuet. Il est rédacteur en chef adjoint du magazine Aviation et Pilote et créateur et co-organisateur du salon des formations et métiers de l'aéronautique en partenariat avec le musée de l'air et de l'espace. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un sujet qui est un sujet un peu zone grise, pas souvent adressé parce que c'est un sujet tabou, la santé des dirigeants, les dirigeants confrontés à un cancer. Et je parle de dirigeants de petites et moyennes entreprises qui ont la tête dans le guidon et qui ne prennent pas soin d'eux. Sylvie Bonello, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. D'abord, un mot sur l'idée d'adresser ou de faire une photographie de ce sujet. Comment vous est venue cette idée ? Alors en fait, on réalise depuis 8 ans un baromètre sur la santé du dirigeant. Et depuis quelques années, on fait un focus sur un sujet en plus de ce baromètre qui pose toujours la même question. Et donc en 2024, on a souhaité adresser le sujet des maladies lourdes et notamment du cancer. Et vous avez été surpris aussi parce que quand on regarde les chiffres, on voit qu'un certain nombre de dirigeants ont été touchés, alors c'est à bas bruit, oui, mais ont été touchés par une maladie grave et une maladie lourde. Tout à fait. 4% en fait des dirigeants que nous avons interrogés ont été touchés ou sont touchés par une maladie lourde, le cancer venant en premier dans la liste des maladies concernées. Cette étude que vous portez, qui est le baromètre de la Fondation MMA, avec BPI France, faut-il le rappeler, et le lab de BPI, quelques chiffres qui sont éclairants. 87% lorsqu'on parle à ces dirigeants de maladies longues, expliquent qu'ils en ont parlé à leur environnement professionnel. 84% ont choisi de garder leur fonction de dirigeant, c'est-à-dire affronter la maladie et continuer à travailler, exactement, ce qui est absolument dingue. Et 44% ont craint pour l'avenir de leur entreprise, logique, et 21% ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires. Enfin, 19%, toujours tiré de votre étude, ont choisi de communiquer publiquement. Il y a deux sujets là. Il y a à la fois, je suis malade, gravement malade, je devrais prendre soin de moi, mais le plus important, c'est mon entreprise. Ça reste toujours entreprise, effectivement. Ce sujet de la vulnérabilité, de se dire, voilà, je suis malade, je suis très malade, il faut que je lève le pied. Certains entrepreneurs ne se l'autorisent pas, en fait. Alors, pour différentes raisons. Soit parce que c'est l'homme clé de l'entreprise et que si l'entreprise s'arrête, la compétence clé, c'est lui qui l'a. Soit parce que financièrement, ils ne peuvent pas se le permettre. On a malheureusement des situations et on a travaillé, vous le disiez effectivement, on a fait cette étude en collaboration avec BPI Le Lab, mais également avec une association qui s'appelle CARE 13, qui accompagne des dirigeants indépendants qui souffrent de maladies lourdes et notamment de cancer. Et force est de constater que la plupart ne peuvent pas s'autoriser pour donner à manger à leurs enfants. Ils sont obligés de continuer à travailler. Justement, là, je m'adresse à celle qui vient des assurances MMA. Alors évidemment, il n'y a pas d'arrière-pensée, mais il y a quand même un sujet qu'il faut adresser. C'est la prévoyance des entrepreneurs, puisque objectivement, les chiffres... Ils ne prennent pas soin d'eux et puis ils ne prennent pas soin de prendre une prévoyance, on est d'accord. Alors, c'était pas effectivement le sujet, là, ça a été une des découvertes. Effectivement, l'une des découvertes de l'étude, c'est qu'ils ont bien conscience que la prévention serait nécessaire. Par contre, la prévoyance, dans leur parcours, ils le disent d'ailleurs, dans leur parcours de création d'entreprise et tout le long de leur parcours de dirigeant, on ne leur en parle pas forcément. C'est assez complexe pour eux et donc très peu ont mis en place de la prévoyance. Donc, et malheureusement, quand le problème arrive, c'est la catastrophe. Parce que
je m'adresse à vous parce qu'évidemment vous incarnez aussi MMA, mais... non, j'incarne la Fondation MMA. Mais j'entends, mais je veux dire, dans la philosophie, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic et la photo, 4% des 1500 dirigeants interrogés sont ou ont été touchés par une maladie longue. Ça représente donc un chiffre important de gens qui ont souffert, qui ont embarqué leur famille, et c'est un coût pour la collectivité. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est communiquer sur le sujet, dire que en tant que dirigeant, on reste un homme ou une femme, et donc on a toujours ce risque de maladie comme tout à chacun, et qu'il ne faut pas qu'on se néglige parce que le premier capital immatériel d'une entreprise, c'est la santé du dirigeant. Et donc protéger sa santé, c'est protéger son entreprise. Mais ça veut dire qu'il faut les conseiller, leur donner des outils, parce qu'on lit aussi dans votre étude qu'il y a une grande solitude, et une solitude administrative. On est démunis. Oui. Comment ils font? Comment ils s'organisent? Alors, on a des associations comme Care 13 qui peuvent effectivement leur expliquer, mais je dirais que c'est déjà un peu trop tard puisque la maladie est là quand Care 13 intervient. Mais ça peut passer par les chambres de commerce, par exemple, qui peuvent fournir des informations, par les réseaux d'entrepreneurs aussi qui sont des bons relais. Voilà, tout cet écosystème en fait qui est en relation directe avec les entrepreneurs et qui doivent les sensibiliser sur ce sujet. Important. Prenez soin de votre santé et faites de la prévention et de la prévoyance, si je peux vous le dire droit dans les yeux, parce qu'on n'est pas invulnérable lorsqu'on est à la tête d'une entreprise. Et d'ailleurs, quand on est tout simplement un être humain, tout court. Mais là, l'étude est passionnante parce qu'elle parle d'un sujet autour des patrons de petites entreprises, la tête dans le guidon. Vous voyez de qui je veux parler, c'est-à-dire de vous. Merci Sylvie Bonello d'être venue nous rendre visite, déléguée générale de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, avec cette étude en partenariat avec BPI, le Lab. Merci, à vous de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, on parle des retraites. Tiens, le sujet est dans l'actualité, mais une étude Indeed est vraiment passionnante parce qu'elle a interrogé les salariés tout simplement au-delà du débat politique. Et vous allez voir cette étude est pour le moins disruptive. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH, c'est le débat de Smart Job. Le Cercle RH pour parler d'un sujet qui occupe, je dirais, l'actualité depuis maintenant plusieurs mois, la réforme des retraites. Alors les choses se sont accélérées parce que François Bayrou a reçu les partis politiques, les partenaires sociaux et imagine peut-être une refonte, un gel, une suspension, on reverra les mots. Et on découvre, et c'est l'objet de notre émission, qu'une étude Indeed pose aussi le sujet à sa manière, alors sans faire de politique, loin des débats politiques, simplement en interrogeant les salariés, votre rapport aux retraites, et on va en parler. Vous allez voir, les salariés, ils ont aussi leur petite idée sur le sujet, assez précis d'ailleurs, et on en parle avec mes invités. Éric Gras, je vous présente en premier parce que Indeed, spécialiste du marché de l'emploi Indeed, et vous portez cette étude, on va en parler. Avec quelques chiffres, le premier, le plus fort, 61 ans pour la plupart des Français disent « Moi, je voudrais prendre ma retraite à 61 ans, c'est le bon âge ». Bon, rappelons que la réforme portait la retraite à 64 ans. Minimum. Et qu'on solde en moyenne sa retraite à 63 ans et demi. Et je parle sous le contrôle de Jean-Christophe Sibéras. Bonjour Jean-Christophe, président de New Bridges. Auparavant, vous avez une très longue... Je vous fais sourire parce qu'on... New Bridge ou New Bridges ? New Bridges. New Bridges. Vous voyez que mon anglais n'a pas progressé depuis la dernière fois. Et précisons que vous avez eu des fonctions de DRH dans le public, je crois à la NPE, mais aussi chez Renault notamment. On vous écoutera évidemment sur ces enjeux retraite et puis peut-être sur le marché du travail, sur le rapport au travail. Éric Gras, surpris ou pas par cette étude? Alors j'évoquais les chiffres, il y en a plein, on va les commenter. Les Français dans leur ensemble interrogés par Indeed, alors là, il n'y a pas de parti pris politique, on est d'accord, disent, moi, ma retraite, je voudrais la prendre à 61 ans, globalement. Oui, en fait, ça dépend toujours de la façon dont on pose la question. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir deux choses. Si on dit, d'après vous, à quel âge vous aimeriez prendre votre retraite, l'âge de 61 ans ressort chez tout le monde, les publics les plus jeunes et les publics les plus seniors, entre guillemets. Donc, celui qui a 25 ou celui qui a 50 ans va dire la même chose sur l'âge idéal de départ à la retraite. Pourquoi ? Parce que historiquement, c'est l'âge à laquelle on a été habitué à voir des gens partir à la retraite. C'est un peu nos parents, quoi, globalement. Bah oui, enfin nos parents, nos grands-parents, selon la génération qu'on a. Si on pose la question différemment, d'après vous, à quel âge il faudra partir à la retraite pour avoir une retraite à taux plein, notamment les publics les plus jeunes, disent en très large majorité, en gros, nous, on va devoir travailler jusqu'à 70 ans. Donc, si on maintient le système, on va y revenir. Si on maintient le système auquel ils ne croient plus.
auquel il ne croit plus parce que 61% estiment que le système de retraite par répartition, le système dans lequel on est, c'est-à-dire les actifs cotisent pour le retraité, ils estiment que c'est plus viable. Jean-Christophe Sibéras, vous qui avez aussi un regard, je dirais, un peu panoramique sur ce sujet, comment vous l'abordez, ce sujet des retraites? D'abord à travers l'étude Indeed, puis d'une manière un peu générale, parce que âge butoir, on supprime l'âge butoir, on nous parle de retraite à points. En fait, objectivement, personne n'y comprend pas grand-chose, parce qu'il suffit de calculer une entrée en carrière après des études, 25 ans, on y rajoute 42 ou 43 ans, globalement, on est au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que ça a encore du sens pour les salariés? Alors, il y a une chose qui a du sens, qui est très frappant, c'est l'âge. Là, pour le coup, c'est clair, et en plus, ça renvoie à soi-même. Un âge, c'est assez clair, c'est assez simple. Le reste, et c'est là où, effectivement, vous avez tout à fait raison, le reste, c'est extraordinairement fumeux et peu clair. Et c'est ça qui est tout à fait frappant, d'ailleurs, en France, c'est qu'on a un système, alors on le sait, il est compliqué, mais pour les gens, ils sont paumés, ils sont largement paumés. Je pense qu'on pourrait dire à des gens, toi, d'après toi, même les lois actuelles, tu pars à quel âge et avec combien de trimestres? Ça serait bien qu'Indeed peut-être pose des questions. Ouais. Pour vous, c'est mais même nous, c'est pas les table, hein. C'est les règles actuelles. Les règles actuelles, je mets de côté les suspensions, les trucs dont on parle aujourd'hui. Les règles actuelles de la loi, on demanderait aux gens, d'après vous, vous allez si les règles ne changent pas, vous pensez partir à quel âge et avec combien de trimestres? Et là, c'est un peu la débandade. Donc, la difficulté qu'on a dans ce pays, et on l'a depuis, c'est pas nouveau, c'est que les gens raisonnent par rapport à un système qui est très difficile à maîtriser. Je ne les critique absolument pas, parce que notre système est extrêmement complexe. 42 régimes de retraite. Les régimes spéciaux, les retraites, les abattements, la surcote, le régime de base, les régimes complémentaires. Agir Carco. Les régimes complémentaires, Agir Carco, les régimes par capitalisation. Et puis en plus, on leur raconte que tout ça, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, ça va marcher parce que vous allez partager. Et alors là, je comprends assez bien les gens qui se disent, avec un bruit de fond quand même, il y a un tuyau percé, enfin le truc, ça boucle pas, et la tendance c'est que ça boucle de moins en moins malgré les efforts. Et donc du coup, ce qui est, je trouve très intéressant dans l'enquête Indeed, c'est que du coup, alors que c'est un système qui ne peut marcher que s'il y a la confiance, puisque partager, ça veut dire on se fait confiance. Et ce qu'on apprend dans l'enquête, moi ça me paraît très intéressant, parce que l'âge qu'on a envie de partir à 61, bon, tout le monde peut un peu faire ses projections sur la comète. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le fondamental du système, c'est que c'est trop compliqué pour qu'on comprenne, et donc ça ne peut marcher que si on fait confiance, parce que la confiance évite d'avoir à expliquer, et là, la confiance, elle est très ébranlée. Absolument. Au point même d'ailleurs qu'on parle d'autres sujets, et je ne sais pas même si les gens comprennent ce que sont les autres sujets. Deux sujets. 32%, c'est la proportion de salariés français, Eric, qui s'alignent sur la réforme des retraites dans sa forme actuelle. Donc là, globalement, il y a 32% de Français. Je ne sais pas s'ils sont résignés ou convaincus ou en confiance. En tout cas, c'est le chiffre sorti de l'étude. Et puis, il y a un autre chiffre dans votre communiqué de presse que je trouve intéressant. Ça, c'est un rapport annuel de l'association Les Petits Frères des pauvres. Et il faut le mettre en perspective, puisque quand on parle aux retraités qui touchent une pension, on voit que les pensions sont faibles et qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et l'autre sujet, parce qu'on peut très bien toucher une pension, laquelle, de quel montant, et est-ce qu'elle est capable de nous faire vivre? Et on découvre dans cette étude de l'association des Petits Frères que 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, j'allais y venir parce que il faut quand même le mettre sur la table, ce sujet-là. Ouais, ce qu'on dit en fait dans cette étude, c'est qu'on est tous inégaux face à la retraite. En gros, déjà on ne fait pas tous le même métier. Plus vous faites d'études, exactement ce que tu disais avec le taux de cotisation derrière, plus ça repousse, etc. Donc potentiellement, un jeune de 20 ans aujourd'hui, ce qui est l'âge de mon fils, quand il se dit, moi potentiellement, si je dois avoir une retraite à taux plein à 70 ans, je ne vais pas attendre à 70 ans pour profiter de mon travail. Okay. Quelqu'un qui est plutôt un col bleu sur un métier pénible, à forte pénibilité, se dit la même chose, je ne vais pas travailler jusqu'à 67 ans parce que physiquement, peut-être je ne pourrais pas. Et me reconvertir, ce n'est pas si évident que ça sur certains métiers, sur certaines compétences qui ne sont pas transverses. Et on a aujourd'hui, et donc c'est sorti hier des chiffres de l'INSEE, qui disent que 4% des retraités aujourd'hui ont besoin, et c'est ce qu'on met aussi dans notre étude, d'un complément, de travailler, parce que le niveau de retraite versé aujourd'hui
où a priori aujourd'hui ça va pas si mal, ne suffit pas à vivre. Donc imaginez dans 20 ou 30 ans. Mais notre système est en grande difficulté, je leur dis, puisque c'est 1,7 actifs qui financent un retraité. Et dans quelques mois, nous dit-on, dit le corps, on va arriver à un 1,4 actifs, parce qu'en un mot, un pour un, ça ne peut pas marcher. Quand même dans l'étude, et ça je trouve ça intéressant parce que c'est le sujet politique par excellence, dès que vous sortez ce mot, lorsque vous êtes un homme politique, alors là ce sont des quolibets, c'est la retraite par capitalisation. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même 53%, ça c'est la proportion de ceux que vous avez interrogés, qui pensent qu'un système de retraite par capitalisation serait préférable. C'est pas 18%, c'est 53%, plus de la moitié. C'est intéressant ce chiffre-là. En fait, Il faut le poser le sujet. C'est la réalité qui s'impose. C'est pas forcément un choix, parce que quand on parlait du choix de l'âge, par exemple, et de la réalité perçue par les gens, on passe de 61 ans à 67 ou 70 ans. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que idéalement, le système de retraite tel qu'il a toujours existé, c'est top. Sauf que les gens aujourd'hui sont conscients que ça ne fonctionne pas. Et qu'avec l'inversion de la courbe démographique, ça ne fonctionnera pas. C'est inéluctable. Et donc, c'est de se dire, on ne peut pas compter que les uns sur les autres, puisque aujourd'hui, on cotise pour ceux qui sont déjà à la retraite. Donc je pense à moi, je capitalise. Voilà. Et donc, l'objectif de celui qui va travailler là 40-45 ans, c'est de se dire, au moins que ce que moi j'ai travaillé toute ma vie, je puisse en récupérer une partie fruit des bénéfices. Et donc on perd le système par répartition de la confiance. Jean-Christophe Sibéras, quand même sur le monde du travail, parce qu'il y a un double effet qui se coule, c'est que non seulement les retraites vont mal et que le débat fait rage, politique, syndical, mais qu'en plus le taux de chômage est en train de remonter. Enfin, non mais je veux dire, le chômage a remonté, quoi qu'on en dise, il n'est pas repassé au plein emploi à 5,5. Plus le chômage va monter, plus c'est encore plus compliqué de réinventer le modèle et de dire, regardez, ayez confiance, notre système fonctionne. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette moi, je voudrais dire un mot sur la retraite par capitalisation, parce que je suis persuadé... Vous y croyez ou pas Non, mais je suis persuadé que les gens ne savent pas de quoi il s'agit non plus. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le système de répartition, qui est complexe. Et je pense que quand on leur demande « est-ce que vous êtes pour la retraite par capitalisation ?», ils ne comprennent pas plus ce que c'est. C'est quoi ? Bon, les fonds d'investissement qui... Voilà, c'est les fonds de pension. Bon, et encore, bon. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus troublant parce qu'il se trouve que je fais pas mal de... Je suis élu local, donc je discute avec beaucoup de gens. Et les gens croient, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est déjà dans un système de capitalisation. Ouais. Il y a plein de gens, ils pensent, quand on change des règles, ce qui arrive quand même régulièrement en France, tous les 4-5 ans, on nous change les règles. La loi Touraine, la loi... Et quand les gens vous disent, je ne comprends pas, on change les règles alors que j'ai cotisé. C'est-à-dire qu'on me prend ce qui m'est dû. Dire cela dans le système actuel, c'est croire qu'on est dans un système de capitalisation alors qu'on est dans un système de répartition. Ouais. Donc vous voyez à quel point la confusion est totale. Et que donc, dès qu'on change les règles de gens qui disent « mais on me prend mon argent », alors qu'on leur dit « mais attendez, cher ami, d'abord, ceux qui vous payent vos retraites aujourd'hui ou qui vous les paieront, c'est moi, et vous êtes retraité. » Ah bon ? Ah bon, oui, voilà. On partage. Et, voilà. 2, vous avez cotisé dans votre jeunesse à des taux qui étaient beaucoup plus faibles. Ils ont été augmentés. Donc en fait, soyez heureux aujourd'hui d'avoir la retraite que vous avez, puisque vous avez cotisé à des taux qui étaient plus faibles, puisque c'était l'époque où on avait un retraité pour 3 ou 4 actifs. C'est ça. Donc on n'avait pas besoin d'avoir les taux comme aujourd'hui. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un système où de toute façon, faute d'une compréhension de cette complexité, c'est très difficile pour le coup d'obtenir des réponses. C'est-à-dire que, je pense moi personnellement, que par ailleurs, les gens sont assez attachés à, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la sécurité sociale en général. Notre modèle social, le modèle social, où il y a une certaine collectivité nationale, mais que s'agissant des retraites, ils ne comprennent pas du tout. Et dès qu'on touche, on touche à eux, alors qu'en fait, on touche à un système. Avant de nous quitter, messieurs, François Bayrou, je le redis, indique qu'il remet la balle et la négociation dans les mains des partenaires sociaux. C'est-à-dire à eux, dans un accord majoritaire, de pouvoir trouver une solution sans toucher évidemment à l'équilibre des comptes, c'est-à-dire augmenter nos déficits. C'est ce qui ressort des Français ou pas ? Est-ce que les Français disent aussi, on repense le modèle ? J'ai pas le sentiment que de votre étude, ils ont envie que tous les 6 mois, on renverse la table et qu'on fasse un sujet des retraites. Enfin, c'est le sentiment que j'ai dans l'étude, qui est un peu orthogonal de la classe politique. Le sentiment, c'est que personne n'est rassuré par l'état des lieux. Il y a un besoin impératif d'ajuster et de pérenniser le système, en tout cas d'assurer
que les retraites seront versées. Donc il y a une prise de conscience globale. Après, on en revient à ce que vous disiez, c'est que faut pas que ça me fasse trop mal. Donc, en gros, la difficulté pour le gouvernement et les responsables politiques, c'est qu'il faut que le système perdure, il faut qu'il soit juste. Il y a peut-être des choses à ajuster, mais la règle, c'est qu'il faut continuer à le financer à court, moyen et long terme. C'est bon pour les retraites, ce que fait François Bayrou, de redonner remettre le sujet sur la table des partenaires sociaux, ou c'est juste un coup politique pour gagner un peu de temps? Vous avez un peu de recul. Sans embarrasser Éric Gras, je ne veux pas lui faire prendre position sur la politique, une neutralité totale. Non, il y a un coup politique, on va dire, pas tout, un peu différent par rapport à Macron. Barnier, bien sûr. Et Barnier, c'est place au dialogue social. C'est ça. Retour des partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, M. Chabagny était là il y a quelques instants, ils ont un espace, parce que c'est bloqué à l'Assemblée, enfin, en tout cas c'est très compliqué, et donc du coup ça ouvre un espace, or ils le réclament, les partenaires sociaux. Donc Bayrou joue bien à ouvrir les partenaires sociaux. Après, qu'en 3 mois, les partenaires sociaux, dans une négociation, où il a fallu des années, même à Macron... Et où la CGT tire à boulet rouge, comme la LFI. Petit 2, dans un pays où les gens ont une aussi mauvaise compréhension du système, mais tous, et nous tous même autour de la table, il y a plein de choses... Dès la 6e, il faudrait un petit module compréhension de notre retraite, enfin pas loin. J'avais dit un jour à un certain Laurent Pietraszewski, qui était chargé des retraites. Ancien secrétaire d'État en charge des retraites. Il était chargé des retraites. Qui vient souvent sur ce plateau. C'est quelqu'un de très bien, et c'est un ancien RH, donc on a des proximités évidemment depuis longtemps. Et je dis à Laurent, sur les retraites, Macron nous prend pour des polytechniciens alors qu'on est à l'école maternelle. C'est exactement ça, ça sera le mot de la fin. Merci à vous Éric Gras, merci Jean-Christophe Sibéras. Éric Gras en charge du marché de l'emploi et de cette étude qui est, j'allais dire, opportune et très intéressante. Allez la voir, parce qu'elle est loin des débats politiques. Elle est froide, et justement elle nous permet d'avoir une photographie, j'allais dire, sincère des Français qui vont ou qui sont déjà en retraite. Merci à vous deux, merci à vous Jean-Christophe Sibéras. New Bridges, je pense l'avoir à peu près correctement prononcé. Merci à vous deux. On tourne une page, tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi, et vous connaissez notre rubrique, une rubrique qui parle de secteurs d'activité qui recrutent, et l'aéronautique recrute. On va en parler tout de suite avec Jean-Michel Bossuet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint du magazine Aviation et Pilote, créateur, co-organisateur de ce salon de formation et des métiers de l'aéronautique en partenariat avec le musée de l'air et de l'espace. Et avant chaque événement concret, présentiel, votre magazine sort un numéro spécial. Je vous le montre. Alors, il est hors série carrière. Hors série carrière pour parler des métiers. C'est dire quand même que ce secteur qu'on nous avait dit moribond, vous vous rappelez, pendant le Covid, c'est fini, les avions décollaient plus. C'est normal. Vous vous rappelez? Il n'y avait plus rien qui volait. Il n'y avait plus rien qui volait. Puis il y avait quand même certains acteurs de l'écosystème politique qui ne voulaient plus que les avions volent. Enfin, oui, en plus, il y a toujours des gens qui veulent pas que les avions volent. Concrètement, le secteur se porte plus que jamais bien. Oui, il se porte bien quand même. Le GIFAS, la tête de pont des grandes entreprises aéronautiques, pense tabler sur entre 28 000 et 30 000 embauches quand même pour 2025. Donc, 28 000 embauches. Nous, on connaît évidemment en France et en Europe Airbus. On parle de Boeing aussi, puisque Boeing a plutôt confiance. C'est des emplois directs Airbus ou c'est emplois directs et indirects? Secteur. C'est le secteur, Ouais, c'est-à-dire c'est toute la chaîne. Airbus et les sous-traitants. C'est quoi les métiers, la palette des métiers possibles pour ceux qui s'intéressent aux métiers de l'aéronautique? Alors là, dans un premier temps, il faut produire. Les compagnies aériennes ont commandé pas mal d'avions. On a un problème de production et de niveau de production. On ne produit pas assez. Donc là, on est focus sur des métiers en tension, les soudeurs, les monteurs, les câbleurs. Métiers techniques. Oui, métiers assez techniques. Après, on a des ingénieurs de conception, des ingénieurs de production. Voilà, on est plus dans la production et un peu moins dans la conception. On a déjà, même si on commence déjà à réfléchir aux avions du futur. Il y a des enjeux. Pour l'instant, le parc est là. Et il y a assez d'avions. Il n'y a pas assez d'avions, mais il y a des modèles qui correspondent aux besoins.
Donc on n'a pas besoin nécessairement de se jeter dans la conception. Mais sans exposants dans votre salon, parce que ça, vous préparez avec ce numéro, vous préparez les exposants. Vous me parlez des métiers techniques, les soudeurs. On sait que dans l'aviation, l'aéronautique, que ce soit dans le nucléaire ou que ce soit dans d'autres secteurs, je pense à l'armement, on ne trouve plus de soudeurs. C'est le cas aussi dans l'aviation ? Ah oui, c'est compliqué, oui. On ne trouve plus de soudeurs, on a du mal à trouver des mécanos. Il y a une vraie concurrence entre les secteurs. Comment votre secteur fait pour s'organiser, pour continuer ? Parce que je voyais quand même que Boeing entend toujours placer 43 975 avions en 20 ans. C'est colossal. Ils sont très optimistes. Ils ont toujours été très optimistes, les constructeurs d'avions. Mais cela étant, il y a 50% d'activités nouvelles et 50% de renouvellement de flotte. Donc ça paraît logique. Mais on va avoir besoin aussi de pilotes, de PNC, enfin d'hôtesses. On va avoir besoin de techniciens. Enfin oui, les besoins sont énormes. L'Association internationale du transport aérien prévoit un niveau de 5,2 milliards de passagers dans l'année qui vient. Là. C'est colossal. Le secteur en France, côté industrie aéronautique, c'est 210 000 salariés. Ça veut dire que c'est du renouvellement, les postes que vous créez à l'occasion de ce forum de la formation et des emplois, ou c'est des postes en plus parce qu'il faut répondre à la demande ? Il y a des postes en plus. En plus ? Oui, absolument. Donc ça veut dire que... Ça croît. On était à 205 000, 210 000 il y a 1 an ou 2 ans, et puis là on est à 220 et ça continue à augmenter. Je vois dans votre une le guide des métiers de l'aérien, qui est un numéro un peu généraliste, qui permet au grand public de pouvoir s'y intéresser, et à ceux qui cherchent un emploi aussi. Mais les nouvelles technologies liées à la décarbonation, qui sont les grands sujets des ingénieurs jeunes qui disent aujourd'hui « je ne veux plus travailler dans des secteurs polluants », c'est une manière aussi d'attirer des talents dans l'aéronautique ? Oui, un peu. On va essayer d'organiser sur ce salon une conférence sur la décarbonation, parce que c'est quand même un secteur, c'est quand même un sujet important pour les jeunes qui ne veulent pas aller bosser dans l'aérien ou ne veulent pas prendre l'avion, alors que le secteur fait le job. On travaille ardemment à la décarbonation de l'aérien, que ce soit de la petite aviation jusqu'à Airbus, quoi. Tout le monde s'y prépare. On n'y est pas encore tout à fait à l'avion vert, parce qu'on parle d'un carburant d'une nouvelle génération. Non, pas encore. On n'y est pas. On a un carburant qui s'appelle le SAF, qui est le carburant d'aviation durable, qui va permettre d'émettre moins de CO2, et c'est la solution sur le long courrier. Voilà, parce que là, on n'a pas de solution autre que le SAF. Ouais. Mais sur le réseau domestique, on peut arriver à trouver d'autres solutions, des solutions hybrides, où on a un peu de thermique et en même temps de l'électrique. Il y a déjà des constructeurs qui s'y préparent. C'est-à-dire sur de l'aviation intermédiaire. Je ne parle pas des gros avions qui nous transportent en vacances. Oui, c'est ça. C'est un secteur à la hauteur de l'Europe, à peu près. Un mot, vous qui êtes rédacteur en chef adjoint de cette belle revue Aviation et Pilote, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre ? C'est parce que le secteur communique mal, ou c'est parce que l'activité économique est tellement importante que vous ne réussissez pas à créer le nombre d'emplois voulus ? Alors, à un moment donné, au moment du Covid, tout s'est arrêté. Ah, voyez. Donc on a mis un coup de frein sur tout, et puis on s'est séparé d'un certain nombre de personnes. Donc ces gens-là, ils ont dit voilà, l'aéronautique c'est terminé, je vais ailleurs, je change de secteur. Bon. Il faut les faire revenir. Après, c'est plus difficile de les faire revenir, ces gens-là. Mais le GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, a mis en place un système qui s'appelle Aéro-Recrute, qui vraiment est censé attirer des jeunes et des gens susceptibles de retrouver du boulot dans l'aéronautique. Et ça marche. Ça sera le dernier mot, ça marche, de l'optimisme. Merci Jean-Michel Bossuet, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Aviation Pilote. Ce numéro carrière, qui est un numéro généraliste, numéro spécial, justement, en prévision, c'est quoi c'est le 30 janvier, c'est fin janvier ? C'est 31 janvier, 1er février et 2 février. Et 2 février, en partenariat avec le Musée de l'Air et de l'Espace, que vous connaissez bien, parce que c'est aussi le lieu du salon de l'aéronautique. Et en plus, si vous venez au salon, l'accès est gratuit, la visite est gratuite, ça vous permet de visiter les collections du musée. Merci à vous, nous sommes très en retard. Merci à l'équipe, merci à Nicolas Juchat, à Xavier à la réalisation, Saïd au son. Merci à vous, vous qui nous regardez et qui réagissez évidemment. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.